Allez, pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Job-Bazille. Bonjour Isabelle, Bonjour, directrice des études économiques à Crédit Agricole SA. À vos côtés, Nathalie Janson. Bonjour Nathalie, Bonjour, professeure d'économie à Neoma Business School. Et face à vous, Ludovic de Sauté, mon camarade de la Tribune, toujours directeur délégué de la Tribune. On peut remontrer la une de la Tribune. Pluie d'investissement entre Londres et Washington. Vous savez, c'est la visite royale d'État de Donald Trump en Grande-Bretagne. On en parlera en fin d'émission. Mais d'abord, l'actualité du jour, c'est évidemment le bilan, Ludovic, des manifestations hier. Un peu plus de 500 000 personnes selon la police, 1 million selon la CGT. Bon, il faisait beau. Les cortèges se sont manifestés plutôt dans le calme. On craignait énormément de casse et de violence. Finalement, tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Est-ce qu'à 500 000, on peut dire que c'est un succès ou c'est un échec? On a annoncé 800 à 900 000 personnes. Un relatif succès ou un non-échec, on va dire, parce que par rapport aux dernières manifestations qu'il y avait eu notamment sur la réforme des retraites, on est à peu près dans les mêmes niveaux. C'est un peu plus que les retraites et un peu moins que la loi travail. Dans une lecture, une séquence assez politique et assez neutre, ce qui est assez remarquable, c'est il y a un mois, quand on débattait à l'époque de François Bayrou, on parlait d'un budget où la contrainte était la dette. Et uniquement la dette, honnêtement, la gestion de la dette. Et là, on voit tout le glissement, et ces mobilisations hier fait partie de ce glissement, où maintenant, on ne parle plus vraiment de la dette, on commence à parler... Même plus du tout, hein, même plus du tout. Complètement été balayé en 15 jours, c'est incroyable. Un volet beaucoup plus social. Donc voilà, donc c'est cette manifestation, et notamment par rapport au Parti Socialiste, joue clairement dans le fait que ça va encore ouvrir davantage le débat, qui est en train de s'ouvrir depuis quelques jours. Ouais. C'est d'autant plus drôle qu'il y a une semaine, on a été dégradé par Fitch. Voilà. Que la dette reste exactement, que la dette reste un sujet. Ça n'a jamais été autant d'actualité, finalement. Et finalement, hier, on n'a parlé que deux sujets. Enfin, il y avait beaucoup de revendications. En réalité, c'était difficile d'avoir un message clair, mais les deux principaux thèmes, c'était 1, pouvoir d'achat, et 2, justice fiscale. Oui, après, tout ça est un peu lié quand même. On peut relier, puisqu'il y a quand même la question au cœur, la question du modèle social, qui renvoie aussi à un certain nombre de dépenses. On sait que notre modèle social est coûteux et qui alimente en partie notre dette. Donc on peut relier en fait les thématiques que l'on a eues au cours de ces manifestations. Est-ce que les Français ont raison de broyer du noir sur la thématique du pouvoir d'achat? On essaye souvent, dans les experts, de relier la réalité des chiffres, le réel, au sentiment de l'opinion publique qui est parfois éloigné de ce qui se passe réellement. Nathalie Janson, est-ce que en France, on souffre particulièrement au niveau du pouvoir d'achat? Alors, en tout cas, en termes d'évolution par rapport au thème des inégalités, par exemple, non, là, en fait, effectivement, on a une dysmorphie financière, c'est-à-dire qu'en fait, il faut expliquer ce que c'est. Alors, dysmorphie financière, ça devient d'un concept de médecine, c'est la dysmorphie corporelle, c'est-à-dire on a l'impression d'avoir ce corps alors qu'on en a un autre. Et souvent, c'est par exemple chez les jeunes filles de se croire grosse alors qu'en fait, on l'est pas du tout. Et en fait, ici, c'est souvent de se croire pauvre, parce qu'en fait, dès que si on gagne 1 500 € par mois, on va trouver que quelqu'un qui a 2000, il est extra riche. Donc en fait, c'est vraiment la croyance que finalement, on n'a pas autant qu'on devrait avoir. Et quand on regarde de près, donc là, quand on regarde sur le plan des inégalités, donc souvent revendiquées, souvent, puisqu'on parle de justice fiscale, là, les études montrent, notamment, il y a une étude qui montre sur la base des chiffres du centre de Zucman et Piketty, là, qui la Inequality sur le World Inequality, voilà. Absolument. On s'aperçoit que les 1% les plus aisés en France représentaient à peu près 27% en 93 et ils représentent 26,7% en 93 et ils représentent 27% en 2023. Bon, on peut pas dire qu'il y ait une grosse évolution. Moi, j'ai vu Gabriel Zucman sur tous les plateaux cette semaine qui nous expliquait que le patrimoine de ses plus riches était passé de 6 points de PIB à 42 points de PIB en 15-20 ans. Alors, ça a explosé, non? Alors, voilà, ça c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, quand il fait ça, il prend cette fameuse valorisation sur le marché financier, donc les actions qui sont détenues par ces ménages, ces riches. Et effectivement, ce qui distingue, et d'ailleurs ça se voit beaucoup aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, on a un patrimoine financier qui est très valorisé, et là, qui pour le coup fait la différence entre les ménages les plus modestes et les moins
ceux les plus riches. Donc effectivement, peut-être que dans la façon, donc là moi j'ai pas regardé la façon dont ils ont calculé cette part-là, mais en effet le patrimoine financier, donc s'il prend à un instant T la bourse, effectivement, sans doute que l'effet du patrimoine financier joue dans les chiffres plus aisés. Mais en termes de pouvoir d'achat quotidien, donc là, quand on regarde les revenus annuels, il n'en demeure pas moins que ces fameux revenus, les 1% les plus aisés, leurs revenus après impôt représentent une part moindre en 2023, toujours en 97, qui était l'année de référence au départ. Une part moindre. Oui, c'est-à-dire que le chiffre c'était 7,5% en 1997 et c'est 6,6% en 2023. Et encore, ça vient toujours de leur base. Pour être sûr de bien comprendre, la part des revenus que se versent, parce que c'est des dividendes. C'est les 1% les revenus les plus aisés. A baissé dans l'ensemble des revenus distribués. Oui. Ludovic de Sauté, même question, pouvoir d'achat. Est-ce qu'on a raison de broyer du noir en France? La question de la dysmorphie est au cœur au cœur du sujet et du problème. Après, sur le pouvoir d'achat, et je pense qu'on le mesure et on comprend progressivement, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même 2 énormes dodanes ces dernières années qui sont passées, c'est le Covid et l'énergie liée à l'Ukraine, ont quand même provoqué des chocs majeurs et tout ça. On a protégé l'ensemble des Français, on a socialisé l'ensemble des salaires quasiment pendant la crise Covid, non? Et on voit d'ailleurs dans beaucoup de dossiers, vous citiez tout à l'heure la question de l'apprentissage, par exemple, c'est-à-dire que cette désaccoutumance d'une période sur laquelle l'État était extrêmement interventionniste, était partout. Elle se passe pas très bien, globalement, en fait. Non, mais elle se passe pas très bien. C'est l'atterrissage se passe pas très bien. C'est le bonheur en France, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. L'État réglait tout et on était bien comme ça. C'est une réalité. Et on parlait de la mobilisation un instant. C'est-à-dire qu'on va dire que, globalement, les petits salaires ont relativement été bien accompagnés sur la durée et s'y retrouvent. En revanche, là, il y a une autre France qui commence à s'exprimer, c'est-à-dire c'est la France des classes moyennes, qui, elle, s'y retrouve un peu moins, avec des erreurs de perception réelles, c'est certain, mais qui, sur une longue durée, dans l'étude INSEE qui est sortie sur le pouvoir d'achat, il y a une réalité aussi qui apparaît, c'est que si on regarde sur une longue traîne sur 25 ans, c'est la première fois depuis 25 ans que le pouvoir d'achat n'évolue plus en France au sens très large. Le problème, c'est le long terme, Isabelle Jogbasi. Alors, certes, mais si on regarde même ce qui s'est passé, donc il y a eu des pertes de pouvoir d'achat liées à cette flambée inflationniste. On a toujours, au moment où il y a des flambées inflationnistes, on a souvent des pertes de pouvoir d'achat. Mais on récupère après, non? Voilà, tranquillement, on les récupère après. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait des boucles qui s'enclenchent entre l'indexation des salaires, qui ferait que ça ferait plus d'inflation demain, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on a rattrapé le pouvoir d'achat de 2019, globalement. On l'a rattrapé. Oui, on l'a rattrapé. Après, si on regarde ce qui a beaucoup progressé en termes de pouvoir d'achat ces dernières années, ce sont les prestations sociales, notamment les pensions de retraite, et puis les revenus du capital. Et si on regarde sur les salaires n'ont rattrapé que 3/4 de la perte, donc en termes réels. Donc globalement, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Ça veut dire que globalement, au niveau macroéconomique, on a rattrapé la crise inflationniste, mais que tout le monde ne l'a pas rattrapé et que ceux qui n'ont pas rattrapé, c'est ceux qui bossent en réalité. En même temps, les salaires, aujourd'hui, on est encore dans la phase de rattrapage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salaires continuent d'augmenter un peu plus vite que l'inflation. Donc les salaires réels, dans toutes les perspectives là, que cette année, ça ne va pas être terrible. Oui, mais ça sera autour de 2%, 2% moins, 2% plus, suivant les entreprises, alors qu'on a une inflation qui est inférieure à 1%. Aujourd'hui, on était à 0,9%. Donc, vous voyez bien que le salaire réel continue de rattraper, sachant ce qui a été dit. En revanche, pour les petits salaires, notamment les salaires au SMIC, eh bien, eux ont totalement rattrapé puisqu'ils ont été indexés. Ils ont été indexés à l'inflation. Il y a plein de choses passionnantes là. Donc, du coup, voilà, le verre est ni à moitié plein ni à moitié vide. Après, je reviens juste sur la question de la perception, la dysmorphie ou vraiment les questions des perceptions. Moi, j'ai une phrase de Tocqueville, donc Tocqueville qui était un politologue début du 19e, des premiers libéraux, la grande pensée libérale française, de la démocratie en Amérique, qui avait étudié la démocratie en Amérique. Cette passion pour l'égalitarisme. Alors, voilà, la passion égalitaire française, et il disait quelque chose de très juste. Alors, je vais l'exprimer avec mes mots, c'est pas comme ça, c'était beaucoup mieux dit chez Tocqueville. Il disait moins il y a d'inégalités,
plus elles sont visibles et plus elles sont inacceptables. Exactement. Et donc on est vraiment au cœur dans la question de la perception, puisqu'on sait, et là on peut objectiver avec des chiffres, l'INSEE l'a déjà démontré qu'on a un modèle qui est très redistributif en France, probablement le plus redistributif au monde. Les écarts de revenus primaires, donc sans redistribution, 18. voilà, c'est 18. Après on passe à 1 à 9, entre les 10% les plus riches, les plus pauvres, 1 à 9 si on prend en compte la redistribution monétaire. Et si on prend en compte les services publics, on est de 1 à 3. Donc on a un modèle qui est très redistributif. On sait également qu'on a une forte progressivité de l'impôt. Si je prends vos chiffres, on divise par 7 les inégalités en France avant et après redistribution. Mais donc il y a vraiment une question de perception, et moi j'ai toujours plaidé pour le fait. Alors j'espère que l'intelligence artificielle nous donnera la possibilité de le faire. C'est de pouvoir chaque année envoyer aux ménages français ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils payent, parce que en fait la plupart ne se rendent pas compte. Les services publics étant gratuits, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur, a-t-on l'habitude de dire. Donc ils sont bénéficiaires nets, mais ils ne se rendent pas compte de cela. Donc voilà, si l'intelligence artificielle peut à un moment donné nous permettre d'objectiver ce qui est cette réalité, ça devrait faire prendre conscience aux Français qui sont pour plus de la moitié, ils sont bénéficiaires de la redistribution. Une piste très intéressante qu'on peut lancer à Matignon pour faire effectivement un peu de pédagogie autour de ce sujet compliqué que sont les finances publiques, effectivement. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit de très intéressant. Que ce sont les retraités et les revenus du capital qui ont rattrapé la crise inflationniste. Si on peut mettre un mot commun sur les deux, c'est presque des rentiers, si je puis dire. En tout cas, c'est pas les revenus du travail. Les revenus du travail, eux, n'ont pas rattrapé la crise inflationniste. Alors de manière paradoxalement, je dis juste quelque chose, paradoxalement, si c'est si intéressant d'investir dans le capital, puisque le capital est beaucoup plus rentable. Vous allez me parler retraite. Voilà. Pourquoi pas mettre une dose de capitalisation pour pouvoir effectivement faire démocratiser et faire bénéficier l'ensemble des Français de ces revenus du capital. Donc, ça, Isabelle, c'est réservé aux fonctionnaires. Ça s'appelle les RAF. Les RAF, exactement. Il est réservé à la fonction publique. Et au sein de les RAF, au conseil d'administration, vous avez les partenaires sociaux et qui sont très contents d'investir dans les actions. Jean Jaurès, en fait, et l'autre point intéressant, c'est quand même ce tassement des salaires de la classe moyenne. Le travail ne peut plus. Le fameux travail ne paie pas assez. Là, on a quand même deux sujets de tension politique importants, non, Nathalie Janson? Sur le travail ne paie pas assez, on a de toute façon le problème de la productivité, à nouveau, qui est pas sur la table, mais qui est le vrai sujet. Et d'ailleurs, quand vous avez donné les chiffres sur la longue période, c'est bien le décrochage de productivité en Europe, en France en particulier, qui explique effectivement le faible dynamisme de la dynamique de salaire, puisque de toute façon, le salaire ne peut augmenter que si effectivement on a de la productivité. Donc si on n'en a pas, eh bien effectivement, on risque pas d'avoir des salaires très élevés. En plus de ça, effectivement, on a ce fameux salaire net qu'on reçoit. Et là aussi, on espérerait, comme vous, j'espérerais avoir de l'intelligence artificielle ou quelqu'un qui nous fasse sur notre bulletin de salaire un vrai super brut pour voir combien en fait on devrait recevoir et combien à la fin on reçoit. Parce que chez nous, effectivement, on ne reçoit pas ce super brut puisque l'entreprise paie des cotisations, nous payons des cotisations et qu'à la fin, on n'a pas du tout l'impression qu'en fait, c'est ça notre salaire de départ. Et puis avec 75 lignes sur la fiche de paye, on n'y comprend absolument rien. Donc il faudra avoir vraiment des grosses catégories du style vieillesse, où va pour la vieillesse, ça va pour la sécu, pour notre assurance maladie, ça va pour l'assurance chômage. Et là, peut-être que déjà les gens comprendraient qu'en fait, ils gagnent beaucoup plus, mais qu'à la fin, avec tout le système social qu'on a, c'est ce qu'on a à la fin. Et 60% des Français sont gagnants, bénéficiaires nets de cette redistribution. Les pistes du Parti socialiste pour améliorer le pouvoir d'achat, c'est une baisse de la CSG entre 1 et 1,4 SMIC. Donc, une baisse de charges. Si je comprends bien, la même baisse de charges qui sont à la fois critiquées sur les cotisations patronales de 80 milliards, mais c'est bien un aveu que le coût du travail est trop élevé en France, cette proposition du PS. Et au PS, tout le monde n'est pas aligné encore, puisque c'est quand même un totem de Michel Rocard. Ben oui, créé par Michel Rocard, la CSG, voilà qu'on l'a mis. Mais ce que partageait un instant Isabelle est important et il faut l'entendre au sens politique. C'est-à-dire, hier, la mobilisation qu'on a observée, c'est pas une mobilisation syndicale classique. C'est pas une mobilisation parce qu'il y a du chômage, c'est pas une mobilisation pour revendiquer une amélioration du droit de travail.
c'est majoritairement aujourd'hui, c'est la France qui bosse, en fait, qui est en train de manifester. C'est-à-dire la France qui bosse et qui, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, a l'impression de ne pas joindre les deux. Voilà, donc c'est. Et à qui on voulait supprimer 2 jours fériés. Ce qui amène à l'erreur politique majeure de François Bayrou dans la non-compréhension de cette séquence, c'est les 2 jours fériés. C'est-à-dire cette France qui bosse, qui s'y retrouve pas. Si la réponse c'est de dire on va taper par le haut, ça ne va pas. Et cette France qui bosse, elle envoie des messages. Finalement, la CSG, oui, c'est une réponse, sur votre question, Raphaël, c'est une réponse, on va dire, de type Bercy, mais ça répond pas à l'enjeu immédiat, parce que l'enjeu immédiat, c'est-à-dire les bas salaires ont plutôt s'y retrouvent dans cette séquence-là. C'est-à-dire c'est pas la zone qui est fragile aujourd'hui. La zone qui est fragile, c'est une zone de salaire, vraiment, on est dans la classe moyenne, et la classe moyenne même basse, qui a du mal à joindre ces 2 bouts, qui voit des retraités qui s'en sortent mieux, des gens qui gèrent ou qui optimisent leurs capitaux qui s'en sortent mieux, et eux, pour une raison X ou Y, qui ont une mauvaise perception de leur situation. Après, sur cette dysmorphie, il faut bien faire attention à cette dysmorphie, parce que ce n'est pas que d'un problème de lunettes, j'allais dire, de la part des gens, c'est que notre consommation a énormément évolué, à commencer par le budget contraint. Exactement, c'est le budget contraint. Aujourd'hui, on est dans un monde d'abonnement. Le logement. Le monde d'abonnement. On est un mode d'abonnement. Dans lequel on est rentré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pouvoir regarder, j'allais dire, un film à la télé, c'est être abonné, écouter de la musique, c'est être abonné, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce budget contraint aussi à grignoter des marges, et qui sont des marges importantes pour les travailleurs. C'est-à-dire c'est des marges qui permettent soit des petits plaisirs, soit des investissements dans le futur, des projections. Et cette marge-là, aujourd'hui, elle s'est réduite à peau de chagrin dans une partie de la population. Il y a une vraie question qu'il faut savoir embrasser. C'est vraiment ça, en fait, dans la dysmorphie financière, c'est vraiment le fait qu'en fait, les individus se voient contraints dans des dépenses. Bon, en plus, les dépenses de logement, elles, pour le coup, ont vraiment beaucoup augmenté par rapport au passé. Donc ça, c'est une vraie perte, si on veut parler de perte par rapport à avant. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne vit plus du tout de la même façon. Je veux dire, quand on dit c'est intolérable les écarts, mais enfin les écarts entre moi aujourd'hui, la façon dont je vis et par exemple Elon Musk, finalement, d'accord, il fait des trucs incroyables par ailleurs, mais on a un téléphone, je vois les mêmes films que lui. Enfin, je veux dire, si vous prenez il y a 40 ans, la différence entre la façon de vivre de quelqu'un de bas salaire, et un chef d'entreprise, c'était énorme. Ils n'avaient pas du tout les mêmes conditions de vie. Ils n'avaient pas les mêmes sanitaires, donc les cet mêmes. Écart, donc en fait c'est ça, tout ça dans la dysmorphie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un lave-vaisselle, on a un sèche-linge, on a une machine à laver. Enfin, je dis pas tout le monde, mais c'est beaucoup plus partagé qu'avant. Et ça, en fait, il est pas saisi dans les chiffres, évidemment. Isabelle Jobbasi. Après, sur ces classes moyennes. Le fait est, je pense qu'il y a eu aussi un sentiment de déclassement, puisque pour certains, ils ont été rattrapés par le SMIC, puisque le SMIC a été indexé, a été indexé à l'inflation, alors que les salaires un peu plus élevés ne l'étaient pas. Et donc, on est passé d'une part, je crois, de 12% des salariés au SMIC. On est monté au moment de cette poussée inflationniste à quasiment 17%. On est presque à 1 500 € maintenant. Oui, voilà. Et on est passé à 17%. Alors là, elle est en train de nouveau, cette échelle, elle est en train de nouveau un peu de s'élargir. Donc on a progressivement ce rattrapage des salaires qui étaient un peu au-dessus du SMIC. Mais le fait est probablement qu'il y a ce sentiment de déclassement lié à ce rattrapage qu'il y a eu aussi au niveau du SMIC. Allez, je voudrais qu'on avance et qu'on parle taxe Zuckman. Ça faisait longtemps, depuis hier probablement dans les experts. On ne parle que de ça en ce moment. Il y avait cette tribune, Nathalie Janson, que vous avez co-signée dans l'Opinion cette semaine. Taxe Zuckman, les Français méritent mieux que l'illusion fiscale. Tiens, on est encore dans la dysmorphie là, non ? Ah bah oui, c'est vraiment. Alors, il n'y a pas plus cohérent que effectivement on était agacés de voir. En plus, alors c'est pas que nous aussi on veut être au TF1 et à toutes les chaînes, mais on trouvait ça incroyable que cette espèce de recette magique où en fait il y a quand même beaucoup d'économistes et pas les pires ultra libéraux comme on peut très vite appeler en France des économistes qui ne voudraient pas de taxes sur les riches. On la voit cette tribune à l'écran là. Oui, et ce constat est également, d'ailleurs, il n'y a pas que effectivement les libéraux qui critiquent cette mesure, puisque Gilles Raveau, qui n'est pas réputé pour être, elle a largement critiqué. Et puis effectivement, l'OFCE a relayé le même écho. Il y a eu François Gérolf aussi qui a fait une tribune plutôt dans la même idée. Et en fait, on n'en revient pas qu'en
fait, on donne, enfin, on ouvre tous les plateaux à cette espèce de formule magique populiste qui, en fait, est un mensonge. Enfin, c'est pas, si on pense que les problèmes de la France, ils vont se résoudre parce qu'on va mettre une taxe sur les ultra-riches, c'est vraiment se tromper. Et donc, effectivement, l'idée, c'était de revenir sur le vrai problème, qui est à nouveau le décrochage de croissance que nous avons en Europe, en particulier en France, puisqu'il est plus accentué en France que dans le reste des pays européens. Et c'est là le fruit. C'est comme ça qu'on peut espérer mieux dans le futur. C'est pas en juste disant qu'on va taper sur les riches, qui est une très mauvaise idée. Alors, en même temps, Olivier Blanchard est sorti pas plus tard que hier ou avant-hier, je ne sais plus, pour soutenir la taxe en disant... Après, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde, puisque là, pour le coup, ça a été aussi objectivé. On a donc la progressivité de l'impôt jusqu'au 0,01, où là, on a un impôt qui est plutôt régressif. Donc ça veut dire qu'il ne contribue pas à hauteur par rapport au reste de la population. Donc je ne suis pas favorable à la taxe Zuckman, mais à la rigueur, il faut quand même réfléchir sur les manières de faire contribuer davantage les ultra-riches. Notamment, on sait de toutes ces structures de holding familiales qui permettent de mettre ces dividendes, qui ont des plus-values latentes, et c'est très bien, mais même ces plus-values latentes, quelque part, elles sont jamais vraiment taxées, puisque même au moment de l'héritage, elles sont quasiment effacées, et donc elles ne sont pas taxées. Donc il y a probablement des choses à voir, à réfléchir, et ça on peut le faire collectivement, en essayant de désestériser le de débat. manière dépassionnée, c'est un peu compliqué sur et de regarder, de se dire en quoi ces mesures d'optimisation fiscale qui sont tout à fait légales, aujourd'hui, sont moralement ou éthiquement plus possibles dans le contexte où on a besoin, sont moins acceptables dans le contexte que l'on connaît. Le grand sujet, c'est la taxation de l'outil professionnel. On n'arrête pas de le marteler ici sur BFM Business, et effectivement très dangereux pour l'économie. La solution de Gabriel Zuckman sur ce point, c'est de dire que si des entreprises comme Misra Lahi, qui ne font pas de bénéfices, ne peuvent pas payer cette taxe, eh bien, vous leur donnez des parts gratuites à l'État. L'État pourrait prendre des parts dans le capital. On recevait ce matin Aurélie Trouvé, la présidente de la Commission des affaires économiques, présidente LFI, et voici comment elle défend cette mesure. On l'écoute. Monsieur Zuckman lui-même l'a très bien expliqué. On peut très bien, par exemple, passer par le fait que, il y ait une détention par l'État en guise de revenu fiscal, une détention d'une partie du patrimoine. Une réaction, Ludovic de Sauté. L'État peut prendre comme ça dans le patrimoine des entreprises. Et je rebondis sur ce que disait très justement à l'instant Isabelle, et je pense que c'est aussi notre rôle dans cette superbe émission qui s'appelle Les Experts. C'est-à-dire que là, la taxe Zuckman, on peut la mettre sur la table, faire une autopsie, tout ça, on va lui trouver plein de défauts, à commencer son inadaptation par rapport à l'outil du travail, les start-up, les scale-up, enfin bon, voilà. Donc ça c'est une évidence. Alors c'est là où les Athéniens s'atteignirent, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un discours proche de Donald Trump, qui est en train aussi de prendre des actions chez Nvidia. Donc du coup, c'est OK. Et pas que. Mais sur le fond, prenons ce qu'elle est, parce que la taxe Zuckman est un objet politique, et très bien utilisé pour un parti qui a 66 aujourd'hui députés. 86% des Français favorables à la taxe Zuckman, c'était le sondage IFOP. Et reconnaissons le coup quand même de génie du PS de s'être emparé de cette taxe Zuckman, et parce que honnêtement, on constate chaque jour dans les conversations, c'est qu'en l'espace de 15 jours, il y a des dialogues qu'on peut avoir, y compris d'un dialogue de gens proches de l'Élysée aujourd'hui, qu'on n'aurait pas eu il y a un mois, honnêtement. On commence à parler dividendes, on commence à parler holding, on commence à parler IFI. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une percussion de la taxe Zuckman qui est réelle. Il y a des lignes rouges qui ont été posées très clairement, notamment par Patrick Martin, par rapport à l'outil de production, par rapport au pacte du trail aussi, parce qu'il y a des choses quand même sur lesquelles, attention, c'est inadapté. En revanche, sur cette question qui est à la fois de moralité, ce que disait à l'instant Isabelle, mais probablement aussi la taxation des dividendes, ça existe aux États-Unis. Bien sûr. Donc en fait, c'est. Mais les dividendes sont taxés, tous les dividendes sont taxés. On ne rentre pas dans quelque chose qui serait voilà. Donc ce que je vois, c'est le grand mot du moment, les bougers. Oui. Mais on voit vraiment des bougers. Alors après, où va arriver le bouger? Ça va être toute la question. Il y a des lignes rouges qui sont impérieuses. Lesquelles? Sur lesquelles c'est très clairement, on va dire, l'outil de travail. La production n'est pas touchée. Il y a des notions à taxe Zuckman qui sont
complètement hors sol par rapport à ce qu'est la réalité d'une entreprise, surtout les entreprises qui sont en termes de développement. Et si demain, ça revient au fait que la France n'arrive plus à générer des Mistral, ou ces Mistral partent ailleurs, c'est une catastrophe. Déjà qu'on a du mal à avoir un Mistral valorisé à 14 milliards, alors qu'un Perplexity est à 180 milliards, parce que c'est ça les échelles entre des deux côtés de l'Atlantique. Donc ça, c'est une perte colossale dans un monde de rupture où, on parlait de la productivité à l'instant, la productivité, elle va repasser aussi par le fait de porter l'innovation et pas juste d'espérer un jour reconstruire plein d'usines en France, ce qui est le monde d'avant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il va falloir parier sur le monde qui vient, et le monde qui vient passe par l'innovation. Bon, quelque part, c'est une taxe sur l'innovation. C'est ce que dit Philippe Aghion. Hein. Il y a eu un débat animé cette semaine entre Philippe Aghion et Gabriel Zucman. Non, c'est une taxe sur l'innovation, alors qu'on a besoin, dans le moment historique qu'on est en train de vivre, avec ces rivalités de puissance, si on veut rester dans la course à la puissance au niveau européen, la seule chose qu'on peut faire, c'est investir dans l'innovation, dans l'économie de demain et pas dans celle du passé. Il ne faut pas minimiser cette notion d'innovation parce qu'on ne sait plus la période d'il y a 20 ou 25 ans de la Silicon Valley et juste des startups avec des services plus ou moins sympas. C'est que l'innovation aujourd'hui va être au cœur de notre souveraineté européenne. L'innovation, c'est la défense. Une grande partie de l'innovation se joue par la défense. Et qui va ruisseler. Ne pas alimenter cette innovation, c'est aussi un décrochage de la souveraineté et un décrochage du poids de l'Europe dans une géopolitique qui est en train de bouger à grande vitesse. Allez, c'est le dernier mot de cette première partie des experts passionnantes. Merci à tous les trois. On se retrouve après une très courte page de pub. Ne quittez pas.